Bonjour Sébastien Hardier. Bonjour. Vous avez 48 ans, vous êtes pacsé, vous avez 3 filles. Elles ont 23, 19 ans et 14 ans. Alors c'est rien de le dire que vous êtes issu d'une famille vraiment de commerçants et plus spécialement de commerçants autour de la gastronomie. Chez vous, depuis des décennies, on vend à boire et à manger aux clients. Vos parents ont tenu à Besançon différents bars et restaurants. Votre grand-mère, votre grande sœur, votre oncle, votre cousin ont des établissements, votre cousine, vous avez même un oncle en Australie qui tient un restaurant. Alors depuis plus de 20 ans, à Besançon, vous êtes le gérant de ce magasin spécialisé dans la vente de vin et d'alcool. J'ai plein de questions à vous poser. On va parler de l'entrepreneuriat, on va parler du commerce du vin, de l'évolution du métier, mais aussi des problèmes de santé liés évidemment au commerce de ces produits. On va parler de tout ça. J'ai une première question à vous poser. On reçoit des amis ce soir et on a une incroyable recette de pâte à la carbonara. Mais alors attention, c'est la vraie recette. Guanciale, pecorino, et évidemment des œufs. Et puis en dessert, on a un tiramisu. Vous me conseillez quoi comme bouteille? Alors la première question, crème ou pas crème? Ah bah bien, alors pas crème puisque c'est des œufs. Ok. Donc on va chercher des vins assez gourmands, assez épais, mais on va rester sur des accords régionaux. Ouais. Donc automatiquement, un chardonnay de la région des Pouilles, passant en fût de chêne, ira très bien. Ah, parce que dans les Pouilles, ils font du chardonnay? Bien sûr, bien sûr. C'est un des cépages les plus répandus en Europe en plus. Et c'est bon avec le tiramisu ou vous me conseillez autre chose? Ah, sur un tiramisu aussi sur après. Les non, mais après. Tiramisu, bon, on peut partir sur des prosecco ou des moscato. Ok, moscato pour rester dans le thème ou italien. Une liqueur d'amaretto. Bon, je pense que c'est le genre de questions qu'on vous pose à chaque fois. Ouais. Et je pense que c'est obligé que vous ayez la réponse, c'est ça? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être sec devant une question d'un client? Alors oui et non, parce que bon, on peut se tromper ou on peut ne pas connaître le plat, le mets. C'est surtout ça la question. Mais sur le vin, normalement, non, on devrait à peu près savoir, oui. Et on va comprendre pourquoi, ça fait partie des choses importantes dans ce métier, c'est ça. Je le disais, vous avez toujours baigné dans un univers autour de la brasserie, de la restauration et du service aux clients. C'était obligé que vous fassiez ce métier? Oui, parce qu'en fait, le contact avec les gens m'ont toujours intéressé. Et en plus, la vente, ça a toujours été un milieu que j'ai voulu travailler et ça s'est fait naturellement. Je suis obligé de dire que, évidemment, l'alcool, c'est à consommer avec modération. Hein, c'est important de le dire et de le signaler dans cette interview. Vous avez fait des études liées à ça ou vous avez un petit peu tâtonné au niveau des études? Alors moi, j'ai beaucoup tâtonné. J'ai commencé dans la micromécanique. Étant de Besançon, vous voyez bien. Mais je l'ai commencé surtout pour suivre les copains. Et ensuite, c'est à partir de 17-18 ans qu'on comprend qu'il faut peut-être se former un petit peu et travailler non plus pour les copains, mais pour soi-même. Et le milieu vous saviez de la au fond de vous, je vous gastronomie... coupe, mais vous saviez au fond de vous, il y avait déjà cette envie d'être dans le commerce. Ah oui, moi je voulais partir dans le commerce alimentaire. Ça, c'était sûr. Un magasin, moi, c'était on va dire la cerise sur le gâteau. Mais après, je suis parti à l'école de Mamirol pour passer mon bac et puis passer mes diplômes là-bas, notamment dans tout ce qui est bio-industrie et de transformation. C'est l'École nationale des industries laitières, c'est ça? Tout à fait. Tout ce qui est fermentation malolactique et tout ce qui est panification. À cette époque, il y avait quoi dans la tête du jeune Sébastien, du coup? Vous aviez quoi, 18 ans? Ouais, c'est ça, oui. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est qu'on tâtonne, on veut repartir dans le commerce, mais on ne sait pas comment. Et du coup, ces formations-là ont aidé à le faire, quoi. Et très vite, je crois savoir que vos parents rachètent un bar, ils ont plusieurs établissements du côté de Besançon. Et ils vous prennent comme serveur. Du coup, les études se sont donc arrêtées au moment où il y a mon père et ma mère qui viennent me voir et ils me disent, écoute Sébastien, on a l'intention de partir monter une brasserie sur Besançon. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire? Alors moi, je venais de passer mon bac, je crois que j'allais continuer derrière. Et du coup, ni une ni deux, je dis, allez, étant avec ma copine, incapable de partir aussi, d'aller trop loin, parce qu'en fait, la destination, il fallait que je parte du côté de Bordeaux ou de Surgères, c'était tous les écoles nationales. Après les Nils, il y en a 5, et en fait, les écoles se situent là-bas. Et puis, trop dans les jupons de ma mère et de ma copine, impossible de partir. J'ai dit, allez, je vous suis dans tout ce qui est brasserie. Et c'est là qu'on s'est retrouvés au quartier des Chaprais, notamment au bar des Chaprais à l'époque. Et vous êtes serveur, du coup? Voilà. Alors, du coup, on commençait à servir les bières, le vin, petit à petit.
Et la passion du vin m'a été transmise par mon père parce que après, automatiquement, le dimanche, c'était la bonne bouteille et puis la convivialité. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est un produit qui m'a intéressé dès le début, quoi. Mais alors, vous aimiez le produit, mais vous étiez complètement novice, quoi. Totalement novice. Comme tous les amateurs, je goûtais le vin sans avoir savoir ce que c'était la différence entre un Saint-Émilion et un Saint-Estèphe. Pour moi, c'était un Bordeaux. Mais voilà, après, ça s'est fait petit à petit. Mais j'étais novice comme tout le monde. Et donc là, vous vous dites, au bout de quelques années, que vous voulez monter votre propre entreprise. Ouais. Et que, bon, après, moi, c'était, je savais que c'était un tremplin pour moi, la brasserie, et qu'au fond de moi, j'avais toujours ce rêve d'avoir mon commerce. Mais j'avais pas spécialement une idée dans quoi exactement partir. Est-ce que c'était une épicerie fine que je voulais? Est-ce que c'était caviste? Mais c'est des produits que je savais que ça me plairait, quoi. Ouais, en gros, vous aviez l'idée que ce serait dans ce secteur-là, mais sans vraiment... Et je crois que vous avez fait quelque chose, vous êtes allé voir un salon à Paris, c'est ça? Alors moi, en fait, pour me décider, je devais avoir 22, 23 ans, manque d'idées, avoir beaucoup d'idées, mais pas comment savoir l'accomplir. Je vois une publicité, Salon de la franchise à Paris. J'ai dit, écoute, je prends le train et puis je monte à Paris. Je monte à Paris et là, je rencontre plusieurs franchises qui sont intéressantes, notamment dans les épiceries, parce que c'est ça que je voulais, ou c'est que je voulais diversifier avec la gastronomie. Épicerie, vin, huile d'olive, tous ces produits-là que je savais qu'il y avait un gros engouement en France. Là, on était dans les années 2000 et il y avait un engouement avec ça. Oui, tout à fait, ça a commencé, oui. Et du coup, arrivé quand tu as 23 ans et puis tu commences à parler avec des grosses réseaux de franchises et puis qui te regardent et puis la première question qu'ils te posent, quel budget tu as en poche à l'heure actuelle? Et puis que tu n'as rien du tout parce que tu commences dans la vie et tu n'as rien. Et je me suis dit, bon Dieu, mais je fais le premier, il me demande ça, je fais le deuxième, il me demande ça. Il n'y en a pas un qui s'intéresse à vraiment ce que je veux faire et tout, il me demande ce que j'ai dans mon portefeuille, quoi. Et là, je passe dans une allée et je vois un monsieur qui est très connu maintenant, parce que je le vois sur BFM Business, c'est ce qu'on appelle un chasseur de tête. Et le monsieur, il avait bien une 60aine d'années, et puis, peut-être pas autant, bon, il était âgé. Et puis, il me voit déambuler un peu dans le truc. J'étais dans le rayon vin, justement, il y avait les grandes franchises, Nicolas, il y avait Cavavin, il y avait tout ça. Et le monsieur, il m'appelle, il me dit, tu veux venir voir, tu cherches quoi? Je dis, écoutez, je me renseigne un peu de partout, mais il me dit, assieds-toi. Et du coup, je m'assois avec lui, je raconte un petit peu d'où c'est que je viens et tout. Et j'ai compris que là, il cherchait un profil, notamment des gens qui venaient notamment de la restauration et des brasseries pour devenir cavistes. Et c'est là que j'ai rencontré le réseau Intercave. Et donc là, ils vous permettent, ils vous aident en fait du coup. Et alors là, il fallait trouver l'endroit, enfin. Voilà, il me demande tout simplement ce que je recherche et tout. À aucun moment, il me parle d'argent et tout, en sachant que moi, j'ai même pas une voiture à mon nom. Hein. La voiture, c'était le nom de ma mère, de ma société, de la société de mes parents. Et du coup, comment ça se passe après? Oui, il me demande si j'ai un local, si j'ai déjà des idées. Malheureusement, non, pas encore. Et ça se fait de fil en aiguille, en passant, en allant au boulot, peut-être 1 ou 2 mois après. Au bar de vos parents? Au bar de mes parents. Je prends toujours la même route depuis une vingtaine d'années et tout, parce que j'allais à l'école aussi là. Et je vois, d'un coup, je lève la tête et je vois local à louer. Et je me dis, merde, mince, c'est peut-être le moment là. Et du coup, je rappelle Monsieur Kahn et j'ai dit, écoutez, je crois que j'ai peut-être un local à aller voir et tout. Je vois donc la boîte d'agence immobilière qui me fait visiter. Et puis du coup, ça match et puis là, c'est parti, quoi. Et là, donc, du coup, comme vous rentrez dans une franchise, la franchise vous donne vous donne un stock de bouteilles qui sont des bouteilles qui sont dans cette franchise et qui ont fait leurs preuves, qui ont été goûtées et regoûtées. Et en plus, vous commencez à créer un petit stock avec les propres bouteilles locales. Par contre, il a bien fallu apprendre, du coup, le vin. Oui, il a fallu apprendre le vin. Comment ça s'est fait, ça? Du coup, comme je vous ai dit, j'étais amateur de vin, mais novice dans le milieu. La franchise, de commencer avec une franchise, m'ont beaucoup aidé, notamment financièrement, parce qu'ils m'ont épaulé. Déjà, ça, c'est la première chose que je tiens à dire aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'ils nous donnent des programmes de formation si on veut se former, avec des adresses, avec des numéros des écoles et ainsi de suite. Et là, du temps on fait les dossiers pour la banque et ainsi de suite, je pars en formation sur Paris avec un œnologue et puis du coup, eux, ils vont me former. J'ai une formation également par le biais d'Intercave qui forme les cavistes au niveau de la vente également.
Et je suis parti travailler sur une cave, notamment du côté d'Asnières, pour voir un peu si le métier me convenait aussi. Quand on a préparé cette interview, alors là c'est intéressant parce qu'on comprendra plus tard, mais c'est vrai que caviste, c'est un métier, moi je peux devenir caviste dans 2 semaines en fait. Il n'y a pas besoin, voilà. Tout à fait. Donc tout va se jouer sur la capacité du caviste à comprendre le client, donc on va comprendre ça. Alors justement, vous m'avez expliqué que vous avez rencontré un homme qui vous a donné un challenge assez hallucinant pour le premier jour de formation avec lui. Oui, par exemple, le premier truc, je me rappellerai, c'était pour le Beaujolais. C'était en période de Beaujolais, la première formation. Et il vient, écoute, tu te présentes à 8h à Asnières et tout, tu viens à cet endroit-là. Alors, c'était une adresse dans un labo ou dans un... je sais plus. Et puis, on était 3. Et puis, il me dit, tu viens, mais tu déjeunes pas, mais tu te laves pas les dents. Et je me dis, écoute, je me lave pas les dents. Oui, écoute, je me lève et du coup, je vais là-bas. Et en fait, j'ai tout de suite compris, mais quand on n'est pas dans le milieu du vin depuis longtemps, j'ai pas fait attention qu'on était le jeudi du Beaujolais primeur et ainsi de suite. Et j'arrive dans la salle, et là, on rentre avec les gars, on rentre là, et là, il y a une 20aine de bouteilles de Beaujolais. Et c'est là que je me dis, 8h du matin, je comprends pourquoi il fallait pas déjeuner, ni se laver les dents. On a commencé à boire la 20aine de bouteilles de Beaujolais. En fait. Déguster. Et 20aine de Beaujolais. Et je dis, là, écoute, c'est parti, les formations. Et c'était sympa. Et il vous a dit quelque chose, je crois. Il vous a donné un ça, c'était pour la formation, oui. Alors moi, j'étais pas le meilleur des élèves à l'école, notamment pour tout ce qui est... pour tout ce qu'il y a à apprendre, les leçons et compagnie. Et la personne me dit, écoute, là on va faire un stage, mais il me sort un classeur, un classeur de 8-9 cm qui était haut comme ça, avec toutes les feuilles. Il me dit, tu sais quoi, à la fin du stage, à la fin de la formation, je vais tourner une page dedans, et la page que je vais ouvrir, tu dois me la réciter, tu dois me la connaître par cœur. Parce qu'enfin, le vin, c'est un peu ça, en fait. On doit savoir sur quel et tel cépage il pousse, à quel endroit, quel cépage se situe dans telle et telle bouteille, et ainsi de suite. Et en fait, c'était un catalogue où c'est qu'il y avait tout ça. Et je l'ai regardé, j'ai dit, mais Jean-Louis, je pourrais jamais apprendre, c'est pas possible, c'est trop compliqué, quoi. En 1 mois ? Ouais, en 1 mois. Et puis, je me suis rendu compte qu'en 1 mois, je le connaissais même en 2 semaines. Je pense que je les connaissais par cœur et je pense que je peux encore, on me l'ouvre, je pense que je peux encore réciter. Vous vous souvenez sur quelle page vous êtes tombé au bout d'1 mois ? Non, alors ça, j'ai pas le souvenir, mais voilà, ça devait être sur une carte, ça devait être sur le Médoc, toutes les appellations du Médoc, on peut retrouver. Ouais. Quand on a préparé l'interview, je me baladais au niveau de vos rayons là, et j'ai trouvé un vin, je connaissais pas, c'est le Malbec. Oui. C'est quoi ça ? C'est un cépage qu'on va retrouver notamment originaire de Bordeaux, mais qu'on va retrouver beaucoup dans le Lot. C'est un cépage qui a beaucoup voyagé. C'est un cépage notamment qui est parti en Amérique du Sud beaucoup. On va le retrouver sur les vins argentins. Voilà. C'est un vin qui est très profond, qui est très robe rubis et qui se marie bien sur tout ce qui est canard. C'est marrant parce que vous me dites ça très naturellement et vous n'avez pas peur d'être sec. En fait, vous savez que vous savez en fait. J'espère que je dis pas de bêtises. Ouais. Et pour la petite anecdote, en Argentine, le Malbec, ils le boivent avec des glaçons frais. Contrairement en France. Alors ça va être intéressant un peu plus tard quand on parlera un petit peu des nouvelles modes de consommation et en 20 ans de métier, vous avez dû voir un petit peu apparaître les choses. Les années n'ont pas été si simples que ça parce qu'il faut se faire une clientèle. Ouais, alors ça c'est très long. La clientèle a été longue pendant un petit moment, notamment les 4 premières années, ça a été très compliqué économiquement. Voilà. Parce que c'est la dure vie de l'entrepreneuriat, c'est qu'on croit en quelque chose, on donne beaucoup de temps, mais ça marche pas tout de suite, quoi. Ça marche pas tout de suite, il faut faire ses preuves. Alors en plus dans le vin, beaucoup plus. Alors, moi je l'ai ressenti sur les premiers salons que je le faisais, en fait, quand on a 25 ans, moins de 30 ans, on arrive sur les salons de vin, on nous regarde et me dit c'est quoi le jeune, c'est qui le jeune, et on nous fait pas spécialement confiance. Les vignerons nous font pas confiance. C'est un milieu fermé, en fait. C'est un milieu un peu fermé dessus, ouais c'est vrai. Et du coup, on fait ses preuves. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on regarde maintenant les jeunes différemment. Voilà. Pendant plusieurs années, je crois que les premières années, vous avez très peu pris de congés. Et vous vous êtes octroyé, je crois, au bout de 4 ans, un petit week-end avec votre femme. Alors, les premières années, oui, on prenait pas beaucoup de vacances. On travaillait, je travaillais le jour de Noël, on était là. Le jour de l'an également, on était là. Parce qu'on n'avait pas le choix, parce que manque de trésorerie et c'était un peu compliqué. Et la première fois que je prends des vacances depuis qu'on a travaillé les têtes baissées, je dis on parce que ma femme m'a beaucoup épaulé, bien sûr, elle est là, elle fait partie également de l'aventure. On part en vacances du côté de Cannes, dans une maison familiale et tout, et on s'octroie quelques jours. Et tant pis pour le magasin, on ferme. Et là, je me suis dit que là, c'est compliqué.
du fait que je reçois un coup de téléphone, j'étais tranquillement sur la plage, et là c'est le banquier qui t'appelle en disant écoute Sébastien, je vais refuser certaines traites parce que en fait sur le compte il n'y a pas grand chose, et c'est là que je me dis mais écoute, tu peux pas me faire ça, ça fait 4 ans que je bosse 365 jours, là je prends 4 jours de vacances, et t'as le culot de m'appeler directement pour mes vacances là, et c'est vrai que c'était un peu compliqué, et puis voilà quoi, et on s'en est ressorti. C'est pour vous dire qu'au début c'était très compliqué. Ouais. Mais vous auriez pu abandonner ou couler peut-être, non, après cet appel ou... Alors, qu'est-ce non, qui vous a fait y croire? J'étais un petit peu énervé après la banque. Je me suis dit, écoute, c'est un peu compliqué quand même de m'appeler comme ça. J'ai mes filles qui sont là, je les emmène, on part jamais en vacances. Là, c'était l'occasion, et t'as le culot de m'appeler pendant mes vacances. Ça m'a beaucoup affecté, quoi. Voilà. Il y a un rapport important avec les banquiers, j'imagine, quand on a une entreprise comme ça. Alors ouais, en fait, comme je disais quand j'ai commencé, bon, il y avait la franchise qui m'a épaulé économiquement parce qu'ils sont portés un petit peu garant aussi. J'ai le conseil régional qui m'ont beaucoup aidé également. À l'époque, il y avait un prêt jeune. Quand on avait moins de 25 ans ou moins de 30 ans, il y avait un prêt jeune. Ils nous prêtaient de l'argent, 7 000 € à taux zéro. Alors ça, c'est très important également pour se lancer pour les jeunes. J'encourage vraiment les jeunes à aller voir tout ce qui est mairie pour voir toutes les aides qui se font pour ça. Et après, il y a la banque. Mais la banque, on se fait fermer les portes au début, et il n'y a qu'une banque qui m'avait aidé à l'époque, voilà. Mais ça a été compliqué, ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris? Peut-être ça a pris. On est dans un quartier, alors pour situer, on est rue de Belfort, dans un quartier assez dynamique quand même, à Besançon. Alors c'est un quartier, pour moi c'est un quartier où c'est qu'il y a un potentiel, on va dire, économique un peu plus haut que la moyenne. Ça c'est la première chose, mais c'est surtout, on est un petit village. Le quartier des Chaprais, c'est connu pour un petit village et tout le monde se connaît. Et je pense que au bout de 4 ans, on commence à se faire une publicité, on va dire, orale, et ça parle beaucoup. Et en fait, la meilleure des pubs, c'est le bouche à l'oreille, et dans des petits quartiers comme ça a été bénéfique pour moi. Mais il a aussi fallu convaincre des vignerons de vous faire confiance. Comment vous avez travaillé avec les vignerons locaux? Alors les vignerons locaux, on va beaucoup les voir déjà, on les connaît, mais ils se déplacent beaucoup, mine de rien. Maintenant, de plus en plus, les vignerons deviennent commerciaux aussi, et il y a beaucoup d'agents qui travaillent pour eux, et on est énormément sollicité pour ça, oui. Oui, mais tout ce qui est local, on essaie de le mettre en avant, bien sûr, oui. Donc c'est-à-dire que les lundis, jour de fermeture, vous passez beaucoup de temps... Salon, et puis on va voir nos vignerons, on va discuter avec. Et là, j'en ai au téléphone, notamment par rapport au gelé qu'il y a eu là, ces derniers temps, là, qui va être très compliqué prochainement. On enregistre en mars 2026, et vous pensez que ça aura des conséquences sur le prix des bouteilles de l'année prochaine? Ouais. Là, notamment sur certaines régions, je crois qu'il y aura des grosses inflations, là, ouais. Est-ce qu'il vous est arrivé de vendre des vins que vous n'aimiez pas? Oui, bien sûr, oui. Ça, c'est les catalogues un peu obligés, j'imagine. Ou par exemple, je sais pas, le rosé pamplemousse... Si vous avez une bonne bouteille de rosé pamplemousse. Alors on parle plus de vin, là on parle de boisson. Alors. Ah oui, c'est attention, vrai. Ouais. Alors revenons sur le vin, alors du coup. Alors le vin, oui, bien sûr, oui, on vend énormément de vins qu'on n'aime pas, on n'apprécie pas tous les vins. Alors qu'on n'aime pas, je dis pas, mais qui n'ont pas de défaut. En fait, notre but, on peut pas tout aimer, c'est comme un plat pour un cuisinier, on peut pas tout aimer, toutes les viandes et tout, mais c'est surtout comment qu'il est fait, est-ce qu'il est bien fait, est-ce qu'il est bien équilibré. Tout à l'heure, on parlait des diplômes passés dans le vin. J'ai également fait un diplôme, notamment des défauts dans le vin qui se fait et tout ça. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que un vin qu'on va goûter, qui aura des tels arômes que moi, il va me plaire. Peut-être pour vous, il va pas plaire. Mais moi, ce que je recherche, c'est pas le goût final. C'est savoir s'il est équilibré, s'il a pas spécialement d'acidité, s'il a pas de tanin, s'il est rond et ainsi de suite. C'est vrai qu'on en a discuté avant de préparer l'interview. Vous m'avez dit que vous avez un certificat des analyses sensorielles, un certificat dans les accords mets et vins et un certificat dans la spécialisation des vins de Bourgogne et de Bordeaux. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Non. Mais c'est juste par rapport au respect vis-à-vis du client, en fait. C'est pour nous. Et puis, dans le vin, c'est un métier où on apprend tous les jours. Ça évolue, comme je vous ai dit, on évolue depuis plusieurs années, ça évolue. Il y a des tendances qui arrivent sans arrêt dans le vin, c'est très cyclique et ça bouge énormément. Et en fait, le vin, ça en fait partie et voilà. C'est quoi la tendance en mars 2026? Alors du coup, printemps 2026, qu'est-ce que les gens viennent vous acheter en majorité? Ou alors est-ce qu'ici on est un peu biaisé parce qu'en tant que franc-comtois, les gens viennent forcément vous acheter du savagnin ou du vin jaune?
Alors oui, alors ça par contre, oui, il y a des tendances. Et là, à l'heure actuelle, la tendance, c'est les vins qui sont très peu alcoolisés. Alors, désalcoolisés, sans alcool, ou en fait, on va dire osmosés. C'est-à-dire qu'il y a des vins aussi qui vont descendre dans les 8-9 degrés qu'on peut boire l'été, au printemps, légèrement frais. Ça, c'est un peu la tendance qui arriverait prochainement. Et c'est difficile de vous fournir sur ce type de vin ou il y a une bonne production? Alors, c'est difficile parce que c'est des nouveaux vins. Alors, c'est pas encore tout à fait au point pour certains. Alors, il y en a beaucoup, mais tout à l'heure, on parlait, il y en a beaucoup, mais il faut trouver en fait le produit qui pourrait convenir, quoi, qui ira le mieux par rapport à la clientèle. Ouais. Il vous arrive de... En fait, il y a des gens qui viennent vous parler d'une bouteille qu'ils ont vue et vous l'avez pas forcément et vous êtes obligé de leur dire pourquoi. Alors, on peut leur dire pourquoi, mais on peut leur dire également, je vais essayer de te l'avoir aussi, quoi. Hein, notre but, c'est également de le chercher aussi. Mais si c'est un produit que vous n'estimez pas suffisamment Je dis qualitatif. directement, je dis, écoute, c'est pas le genre de produit que j'aime travailler. Et puis voilà, quoi. Et après, on peut donner des adresses pour d'autres qui le font. Oui, ça arrive tout le temps, ça. Il y a des produits qui sont célèbres, mais dont vous n'appréciez pas la réalisation et que vous estimez que ce ne sont pas des bons produits? Oui, des produits à forte notoriété, oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr, oui. Des marques, notamment. Ouais. On va pouvoir parler de ça maintenant parce que vous m'expliquez que donc c'est la tendance. Alors moi, je suis très fier. L'année dernière, j'ai fait 6 mois de Dry January. Mhm. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Vous me félicitez ou vous pensez que ça met en péril Alors, votre business ou... Voilà, on va pouvoir parler un petit peu de la santé. Le Dry January, ça vous a fait du tort, j'imagine. Ouais, bien sûr, oui, ça fait beaucoup de tort. C'est très tendance déjà. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors j'ai envie de dire, couper à l'extrême, c'est toujours passer de on-off. Moi, je trouve ça un peu bête. On peut le faire tranquillement, voilà. Mais le Dry January, oui, là, ça a poussé le vin sans alcool qui a été multiplié par 20 de la consommation et la demande surtout. Ah bah alors ça, du coup, c'est plutôt... Alors, est-ce que c'est un mal pour un bien ou... Parce que est-ce que ça a compensé les pertes liées à... Non. Vous avez senti, vous, est-ce que janvier, c'est une année compliquée, un mois compliqué pour vous? C'est le mois le plus compliqué de l'année. Ouais. Mais ça depuis peu, j'imagine. Alors depuis la nouvelle tendance également, mais alors ça a toujours été compliqué parce qu'on fait beaucoup d'excès pour les fêtes de fin d'année, et puis donc on dit non écoute on va doucement pour le mois de janvier, ça je peux le comprendre et tout, mais de bloquer à 100%, ouais ça ça fait beaucoup, mais on le retrouve de plus en plus. Ouais, il y a beaucoup de demandes. Et l'exemple type, c'est que du vin sans alcool, il y en a toujours eu, entre guillemets. Alors, il y a quelques années, c'était beaucoup des mélanges de jus de fruits pour donner un goût de vin. Alors, on regardait les compositions, on tournait les bouteilles. À aucun moment, c'était écrit vin, d'ailleurs, dessus. C'était des mélanges de jus. Alors, il y avait même de la banane, du kiwi, tout ça, pour donner des vins. Maintenant, ce que font les vignerons, en fait, c'est des vignerons qui s'y mettent, mais en fait, ils vont désalcooliser le vin. C'est-à-dire qu'il y a un procédé qui a été créé maintenant, il y a quelques années, qui a été breveté. Alors, je sais que ça se fait beaucoup en Allemagne et en Belgique. Et en fait, il consiste à le faire chauffer dans une cuve, à peu près à 38 degrés pendant plusieurs heures. Et en fait, le vin va s'évaporer naturellement. Et là, on parle de vin désalcoolisé. Donc, on sent que les vignerons s'organisent, enfin s'adaptent un petit peu. Ah bah ouais, l'offre et la demande, là ça arrive de plus en plus. L'exemple type, c'est ce que j'ai coupé. Moi peut-être en 20 ans, j'ai dû vendre aller sur les premières années peut-être 6 bouteilles de vin désalcoolisé. Et là par exemple pour le mois de janvier de cette année, j'ai dû en vendre, je sais pas moi, 60 sur un mois. Et ce coup-ci, c'est arrivé, il y a les gins, il y a le rhum, il y a le vermouth sans alcool et tout ce qui est cocktail sans alcool qui se font. Qu'est-ce que vous pensez de la législation en France sur l'alcool? L'alcool au niveau taxe ou au niveau... Non, au niveau tolérance et puis enfin, vis-à-vis de la population, enfin, les contrôles routiers, Non, ça c'est nécessaire, ça bien sûr. Après, comme parler oui, des abus sur l'alcool, il y en a toujours eu. Après, là, les contrôles routiers, moi je suis tout à fond, ça oui, ça c'est désastreux ce qui arrive tout ça. Mais bon, après, faut pas oublier que le vin, ça reste quand même, le vin, l'alcool, quoi. Le vin surtout, ça reste quand même la culture française et puis ça fait partie un peu de la gastronomie qu'on a et il faut la protéger aussi, quoi. Mais est-ce qu'il vous est arrivé d'être face à un client où vous sentiez qu'il abusait beaucoup trop des choses que vous vendiez vous, du moins, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, question délicate là, oui, bien sûr, ouais. Ouais, ça on l'a vu. Alors je l'ai surtout eu quand j'étais dans les bars.
Ça, je l'ai vu tourner, j'ai plusieurs exemples où c'est que j'ai senti les gens partir, tomber dedans, on va dire, mettre les pieds dedans. Alors ça, c'est très difficile, parce qu'en fait, c'est des gens qu'on côtoie tous les jours et ça devient presque des amis. Et en fait, alors, dans les brasseries, oui, mais ici, non, je l'ai pas comme ça, non. On peut conseiller à quelqu'un de moins boire, de boire différemment, parce que vous savez ce que c'est déguster un vin. Oui. Mais est-ce que la majorité de vos clients savent vraiment ce que c'est déguster un vin ou ont juste une consommation de vin, en fait? Non, je pense qu'il y a beaucoup des gens, déjà, quand on pousse la porte d'une cave, ce sont des gens qui s'intéressent déjà au vin, qui ont envie d'apprendre et puis qui sont là pour découvrir. Alors, automatiquement, ils font attention à ce qu'ils choisissent, mais je crois pas qu'ils boivent par excès. Ils le boivent plus pour le plaisir du goût, quoi. Est-ce que vous avez vu évoluer votre clientèle? Je parle peut-être, je sais pas, avec les réseaux sociaux, des nouveaux modes de consommation. Est-ce que le client a changé? La cliente et le client ont changé? Oui, oui, oui. En fait, il y a des tendances sur certains produits. Alors moi, quand j'ai choisi la franchise Intercave, ce qui m'avait plu également, c'est qu'à l'époque, ils misaient sur les cubis. Ce qui était la tendance dans les années 2000, c'était... les cartons, c'était les packs? Les bibes, en fait, en 5-10 litres, c'est le produit révolutionnaire, c'est le produit qui va marcher et tout. Et Intercave était à l'époque, ils avaient, je me rappelle, une 60aine de cubis différents. Et c'était énorme. Moi, j'avais toute une lignée, j'avais 12 mètres de cubis de linéaire et tout. Et en fait, non, tout le monde s'est un peu planté parce que, en fait, les gens, en fait, ils ont privilégié plus la qualité que la quantité. Avant, c'était une autre tendance à 20-25 ans. On consommait pour tous les jours pour avoir du cubi. Voilà, c'était le bon vin convivial. Maintenant, non, le cubi est en chute et en fait, c'est la bouteille qui va monter. Et qu'est-ce qui marche? Les bouteilles qui ont un fort design, enfin, vous voyez. Alors, ça dépend du produit. Si on part sur le rosé, déjà, oui. D'ailleurs, on le voit toujours quand on rentre dans un rayon où c'est qu'on voit les bouteilles de rosé. On voit qu'il y a des belles bouteilles transparentes, des bouteilles un peu au verre glacé. Il y aura des bouteilles avec des belles formes et tout. Là, le rosé sont très tendance dessus. Après, on va dire chaque région ont une typicité. Dans le Jura, par exemple, ça sera toujours la bouteille avec Jura. Ça fait partie des choses. On pourra pas le toucher. Et sur les blancs, on va dire que c'est un peu plus excentrique et les rosés, quoi. Mais les bouteilles traditionnelles Bordeaux, bourguignonnes, ça reste quand même traditionnel. Alors qu'il y a quelque chose qui a beaucoup changé en 20 ans, j'imagine que la bouteille de chardonnay jurassien d'il y a 20 ans, elle coûtait pas le même prix qu'aujourd'hui? Alors l'inflation a beaucoup pris, et notamment sur les 5 dernières années, ça a beaucoup pris aussi. Alors les périodes où c'est qu'il y a eu des mauvais millésimes, où bien sûr le gel, le grêle ont une grosse impact sur le milieu viticole, notamment sur les régions de Chablis qui sont énormément touchées. Là, il y a 3-4 jours, ils ont été touchés, c'est descendu très bas. Je pense qu'ils ont perdu à peu près 80-90% des récoltes. J'ai un ami qui est à Arbois, là, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit s'est levé 3 ou 4 fois dans la nuit pour surveiller. Là, ils dorment très mal en ce moment. Est-ce que vous pensez que votre travail, justement, et le réchauffement, les évolutions climatiques vont avoir des incidences sur votre métier, vous? Alors, directement, non. Pas le mien, pas le métier de caviste, mais plus le métier de vigneron, oui, ça va beaucoup changer, oui. Notamment pour des cépages qui ont besoin un peu plus de soleil ou des cépages qui craignent le soleil, donc on va être obligé de changer un petit peu aussi, et puis sur les vieillissements des vins. Qu'est-ce qui vous fait peur dans l'évolution de votre métier? Alors si c'est pas les conditions climatiques, c'est quoi? La concurrence d'Internet peut-être ou... Alors que les gens en fait consomment de moins en moins de vin. Ça, c'est clair, et ça, depuis 50 ans, on le voit. Quand on voit que la consommation qu'il y avait dans les années 50, c'était à peu près 90 ou 96 litres de vin par personne, et que là, à l'heure actuelle, sur les derniers, là, notamment sur que l'année dernière, on a chuté de 16% d'une année à l'autre, et là, on est descendu dans les à peu près 40 litres par an. Et la chute de consommation, ça va être ça. Est-ce que les gens s'intéressent au vin sans alcool? Est-ce que les gens s'intéressent à boire de moins en moins de vin? Mais est-ce que les gens ont un pouvoir d'achat qui permet aussi d'acheter des bouteilles? Alors, le vin a augmenté, dû aux aléas climatiques, le vin a augmenté. Le transport du vin, là tout à l'heure, j'ai eu un vigneron qui était au téléphone, il me dit que les transporteurs également commencent à
à facturer très cher le transport du vin parce qu'il y a des augmentations d'essence aussi. Donc maintenant, quand on rapatrie une palette de vin, on fait attention de bien la charger. Mais il y a aussi, j'imagine, le vieillissement aussi. Enfin, je veux dire, est-ce que vous avez des jeunes de 20-30 ans? Est-ce que vous avez des vingtenaires dans votre boutique? Ou est-ce que encore... Ouais, on a tous les corps, on a tous les âges qui viennent. Alors après, mais chaque âge, ils vont s'intéresser à une certaine famille. Les jeunes d'une vingtaine d'années vont s'intéresser beaucoup plus sur les bières, sur les cocktails. Les personnes un peu plus, on va dire, dans les âges, on va dire, où c'est qu'on aime la gastronomie, on aime se faire plaisir, 30, 50 ans, là, on va avoir des personnes qui vont s'intéresser au vin un peu plus haut de gamme, parce qu'en fait, ils font faire attention à ce qu'ils mangent. Et donc, là, notre boulot de caviste, ça va être sympa on va dire, de conseiller vraiment le mets et vin. Et après, il y a les personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont déjà fait le tour, entre guillemets, mais qui veulent des vins un peu plus exceptionnels, voire collectionneurs. Voilà. C'est quoi le vin que vous vendez? C'est quoi votre valeur absolue? Vous n'êtes pas obligé de me donner la marque, mais Oui. vraiment le vin que vous vendez le plus. Alors moi, j'aime beaucoup la Bourgogne, et on a beaucoup de Bourgogne ici. On vend énormément de Bourgogne chez nous, et du Jura. Ça reste quand même très régional ici. Mais j'imagine que les gens qui vous achètent ça sont aussi connaisseurs. Et est-ce que vous avez peur du mauvais retour? Est-ce que vous avez peur du vin bouchonné? Ces choses-là, ça existe encore, ça? Alors oui, bien sûr, ça existe encore, mais en fait, les gens sont avertis, ils savent que le bouchon, en fait, un vin bouchonné, ça va toucher 0,1% des bouteilles, et c'est comme ça, il faut vivre avec, c'est mauvaise chance quand ça arrive. Mais c'est ce que je dis aux gens, j'ai dit, c'est pas parce que tu l'achètes chez moi ou tu l'achètes à Carrefour, dans une grande distribution, que le vin ne sera pas bouchonné. C'est pas de chance, c'est comme ça. Est-ce que vous avez cité, vous avez parlé des hypermarchés. Est-ce que les foires au vin des hypermarchés vous font du mal? Oui, beaucoup. Oui, bien sûr, oui, c'est gros concurrent et c'est. Alors de moins en moins, je pense que les grandes distributions sont agressives sur les vins. Notamment sur les petits producteurs. Ça encore, nous, on a encore une avance sur eux de ça, parce qu'on va les chercher. Eux, ils achètent tellement en grosse quantité, c'est qu'en fait, ils vont partir sur des grandes marques. Mais les buveurs de grandes marques, oui, ça, on pourra jamais lutter. Ou les grands Bordeaux. Les grands Bordeaux, moi, je dis toujours, la grande distribution, c'est les mieux placés. Mine de rien, voilà. Donc, si on veut venir chez un caviste, c'est pas pour le prix, évidemment, c'est pour le conseil. C'est pour le conseil. Après, pour le prix, on essaie de se battre quand même. Je pense qu'on est loin d'être mauvais. On est même très bien. Mais on a le conseil en plus. Et bien, c'est surtout qu'on goûte tous les vins qu'on rentre, quoi. On goûte et on connaît par cœur nos vins. Normalement, on doit connaître nos vins par cœur, quoi. Est-ce que la clientèle est plus connaisseuse en 2026 qu'en 2006, par exemple? Elle est plus pointilleuse, oui, bien sûr. Elle est beaucoup plus pointilleuse. Elle fait vraiment attention à ce qu'elle achète, ouais. Est-ce qu'ils utilisent aussi des applications peut-être pour connaître des vins? Est-ce qu'ils sont plus connectés aussi? Ils se sont renseignés sur les vins? Alors oui, c'est souvent qu'on voit des gens, ils me disent « Ouais, mais j'ai goûté ça, j'ai pris ça, mais regarde, ils mettent que ça va mieux sur ceci, cela. » Alors, il faut faire attention aux applications. C'est super, les applications, ça donne toujours une idée au niveau du prix, au niveau du goût, au niveau de l'vieillissement. Mais il faut pas oublier que c'est pas des professionnels qui mettent des applications, qui mettent des commentaires sur l'application. C'est des gens comme des gens lambda, des gens qui boivent le vin, et ils vont parler comme ça, mais ils vont peut-être pas savoir exactement au niveau de la garde et au niveau des accords. Puisque c'est un produit qui a différentes valeurs de prix en fonction de la qualité du produit, est-ce que pour 10 € je peux avoir un vin de qualité? Oui, bien sûr. Bien sûr, on a des super vins découvertes dans ces gammes de prix. Nous, on se bat pour rentrer des vins entre 5 et 10 € qu'on met en dégustation, ce qu'on appelle le vin du mois. En fait, c'est des vins découvertes. Et en fait, tous les mois, on va chercher, on goûte des vins qu'on reçoit, qu'on va chercher. Et en fait, on les met en dégustation tous les mois. Mais c'est des vins qu'on essaie d'avoir entre 5 et 10 €, des bons rapports qualité-prix. On va dire que c'est là le cœur de gamme qui est intéressant à travailler. Parce que vendre une bouteille qui est très bonne à 50 €, elle sera toujours bonne, bien sûr. Parce que automatiquement, c'est les meilleurs raisins, c'est un peu tout ce qui va avec. Mais trouver des petits producteurs qui arrivent à faire du vin de niche, ça, c'est un peu plus délicat. Ouais. Et c'est encore un peu plus, j'imagine, avec le pouvoir d'achat, une nécessité pour vous. Et il y a ça aussi, il y a le pouvoir d'achat aussi, on essaie de faire attention à ça. Ouais.
Je sais qu'ici, on peut venir récupérer des colis. Mhm. Ça, j'ai l'impression que pour les commerçants, c'est presque devenu un incontournable. Ou c'est pourquoi vous avez accepté ce fait de pouvoir recevoir des colis et que les gens viennent chercher chez vous des vêtements ou des produits, d'autres produits? Ou du vin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent chercher un colis qui contient du vin chez vous. Ça va être marrant, ça. Alors c'est un peu se couper l'arbre sur la branche sur laquelle on est assis, on va dire. Je me suis beaucoup posé la question de savoir si c'était bien de faire ça. Alors nous qui sommes commerce de proximité, ouvrir la porte et aider tout ce qui est, on va dire, colis, tous ces concurrences à l'international, est-ce que c'est bien pour nous? Première chose, je vais dire non, c'est pas bien, parce qu'automatiquement, le commerce de proximité, on s'en prend un coup. La deuxième chose, c'est que je me dis, entre guillemets, quand tu es commerçant, le but d'un commerce, c'est de faire venir des gens. Et c'est quand même, après, si on n'est pas trop bête, si on fait notre boulot de commerçant, automatiquement, la personne, elle vient voir. Et j'ai trouvé ça comme, c'était conseillé. Moi, c'était par là, le partenariat avec la franchise qui m'ont dit, écoute, tu devrais essayer. Ça fait venir des gens, et notre but, c'est de recruter des gens, et voilà. Et du coup, c'est vrai que on le fait, mais nous, on se limite. On évite d'avoir trop de colis aussi, quoi. Et vous gagnez de l'argent sur un colis? Oui, on doit gagner 30 à 40 centimes. C'est pas le fait, on va dire, on va gagner en notoriété. On va le faire gagner en passage client. Alors c'est pour ça que je vois sur une des valeurs d'une des axes de caméra pour votre interview, on voit des produits d'épicerie aussi derrière vous. C'est que vous avez, j'imagine, un petit peu renforcé ça aussi. Vous savez que vous pouvez proposer aux gens quand ils viennent peut-être pas forcément d'acheter de l'alcool du coup. Et ça marche aussi des petits. Enfin ça va, c'est lié à l'alcool, parce que c'est des produits d'apéritif, on va dire. On a des petites charcuteries de la région également. Vous avez également des petits macarons. On fait travailler les pâtissiers qui font des choses, des chocolats, des confitures et ainsi de suite. Et tout ce qui est terrine aussi. Mais est-ce que le volume client a baissé quand même en 20 ans? Non. Alors non, mais le panier client a chuté. Ah ouais. Ouais, surtout sur les 2 dernières années, ça a chuté. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient chez vous... Ça a chuté jusqu'à 12%, le panier moyen. Mais il a combien à peu près? Comment? Il a combien à peu près le panier client? Le panier, là, il est descendu dans les 70 €. Voilà, c'est un panier qui est assez conséquent quand même, mais sur les dernières années, oui, ça a bien chuté. Ouais. Est-ce que 20 ans après, financièrement, ça va, ou est-ce qu'il y a toujours la peur que le banquier appelle? Alors maintenant, on va dire que non, notre stock est payé, le magasin est payé, alors donc on respire beaucoup plus. Mais bon, on ne sait jamais ce qui peut arriver, ça va très vite. Un commerce, ça va très très vite. Ouais. Mais pour l'instant, on a les reins un peu plus solides qu'il y avait il y a quelques années, oui, bien sûr. Oui. Et comment vous voyez le futur de votre entreprise alors, du coup? Alors, écoutez, on va essayer de se maintenir, on va essayer de se diversifier toujours de la même façon et de retrouver le maximum de produits tendances et qui vont arriver prochainement aussi, oui, pour pouvoir se maintenir. Il y aura toujours besoin de cavistes en France? Je pense, ouais. Je pense que ça fait partie un peu de... C'est un métier qui est très français aussi, un caviste. On en retrouve des fois dans certains pays, mais c'est pas toujours, c'est plus des épiceries fines. Caviste, purement caviste, non, je pense que c'est... il faut le défendre et ça fait partie un peu d'un métier, des vieux métiers qu'on a en France et qu'il faut garder. Oui. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans? Alors, quel conseil? Déjà, il faut aimer les gens. Ça, c'est le commerce en majorité. Il faut aimer les gens, il faut pas compter ses heures. Et c'est surtout, c'est un métier de passion. Si on n'aime pas le produit, ça sert à rien. Ce qui a changé, j'imagine, c'est la place accordée à la bière. C'est vraiment devenu un produit tendance, la bière. Ouais, c'est un gros marché d'évolution, mais comme il y a tendance dans beaucoup on va dire, de décennies, on a eu la période rhum, il y a eu la période gin, il y a la période bière, et il y aura la période cocktail, ou il y aura la période vodka qui va arriver. Mais qui crée ces temps? Pourquoi? C'est cyclique, c'est un peu comme la mode pour les habits, on va dire. Les pantalons à pattes d'Ève, c'était parti, c'est revenu des années 90. C'est un peu pareil, je pense qu'une fois qu'on a épuisé une génération qui a goûté tel et tel produit, ça va relancer. La bière, ça a toujours bien marché, mais là, l'engouement qu'il y a eu, c'est la curiosité, en fait, et il y a beaucoup de microbrasseurs qui se sont montés. Et c'est surtout ça qui ont lancé. Les gens, petit à petit, ils goûtent. Et puis, en fait, ça se fait.
Je sais plus combien j'avais les statistiques du nombre de microbrasseries qui se créaient en France, mais c'était en milliers, c'était incroyable. Et vous, c'est une part importante de votre chiffre d'affaires, la vente? Alors la bière, moi je suis pas un bon vendeur de bière parce que je suis pas un gros consommateur de bière et amateur. J'ai mes collègues qui sont plus intéressés que moi, mais nous, ça doit être allé entre 5 et 7%. Vous êtes 4 vendeurs, je Ouais. crois, et chacun a un peu sa spécialité, parce qu'il faut quand Oui. même tout connaître. Hein. Oui. C'est comme ça aussi que vous recrutez, j'imagine? Bah, bon, j'ai mon petit frère hein, qui est avec moi depuis longtemps. On va dire on peut presque dire qu'on est co-gérant malgré tout parce qu'il est de l'aventure depuis le début avec moi, depuis le milieu de début quoi. Et du coup, il m'épaule très bien et il a une grande partie, il a beaucoup de responsabilités. Et lui, il va s'occuper beaucoup plus des professionnels de la restauration. Voilà. Et il s'occupe de ça. J'ai également Pierre-Louis. Pierre-Louis, lui, il s'occupe plus de la bière. On va dire que c'est un peu le couteau suisse. Il fait un peu tout. Il s'occupe des rentrées des stocks. Il s'occupe un peu de la gestion également de tout ce qui est magasin. Et il y a Ferenc, que lui, est également, il vient comme Pierre-Louis de la milieu de la restauration. Eux, ils sont plus axés au niveau vente produits aussi. Voilà, plus au niveau clientèle. Oui, on sent qu'il y a l'important, c'est qu'on sait que les gens ont besoin de quelque chose pour accompagner, parce qu'un repas, quoi. Et c'est important qu'ils viennent du milieu de la restauration pour comprendre ça, en fait. Ben, pour les accords mets et vins, alors là j'ai l'exemple type d'un jeune qui est venu me voir pour le prendre en stage semaine dernière. Et la première question que j'ai dit, écoute, est-ce que tu connais un petit peu la cuisine? Est-ce que tu cuisines un petit peu chez toi? Ça, pour moi, c'est primordial. Si on ne connaît pas la cuisine, c'est très compliqué de conseiller un vin. Parce qu'en fait, un épice peut tout changer et le but dans le vin, c'est toujours d'accompagner le plat pour avoir le bon équilibre et toujours bien connaître, son vin et puis connaître le plat aussi. Voilà. En fait, vous dites que n'importe qui peut faire ce métier. Mm-hmm. Vous avez tout appris par cœur dans les livres. Il y a eu un gros travail de fait, mais j'imagine qu'il faut aussi avoir un palais. Ouais, il faut aimer. Alors le palais, on l'a tous, mais il faut le savoir. Moi, c'est quand on était à la licence Soleil, par exemple, notre prof, elle nous disait toujours, on a tous une odeur, on a tous un nez, on a tous, voilà, mais ça, simplement mettre un point dessus et savoir l'ouvrir. Et c'est vrai que si on ne sait pas le travailler, on ne s'est jamais donné la peine de le travailler, en fait, on ne sait pas qu'on sait reconnaître tel et tel arôme. Voilà, mais il faut le travailler beaucoup et il faut le découvrir. Mais ça, il faut des années d'expérience, j'imagine. Ça se fait pas comme ça. Alors en fait, c'est la mémoire sensorielle, c'est assez long. Il faut trouver le bon tiroir et la bonne intonation dessus. Ouais. Pour vous, un bon vin, il faut qu'il sente quoi? Alors, il faut qu'il soit bien constitué. Il faut qu'il y ait un peu de tout, en fait. Il faut qu'il y ait un peu du nez, il faut qu'il y ait de la robe. En fait, il y a 3 axes dans le vin qui est important. On va dire, c'est l'odorat. Mais le premier, c'est le côté visuel. Il faut qu'il soit beau, également. Et puis, c'est surtout au niveau dégustation aussi. Mais il y a ces 3 points qu'il faut qu'ils rentrent. Il faut que les 3 se retrouvent dans un vin. Et puis là, on peut dire que le vin est réussi, ouais. Finalement, caviste, c'est comme le vin, en fait. On se bonifie avec le temps. Ouais. Je pense qu'on se bonifie avec le temps parce qu'on goûte différemment. On goûte différemment par rapport au début où c'est que on prend une décision beaucoup plus vite. Là, on le goûte, on le cherche. C'est autre chose. Quand on est au début, on est content, on découvre. On est encore dans la découverte. Et là, non, on verra avec le temps. Mais bon, je pense que oui, c'est vraiment avec le temps qu'on se fait, ouais. Et la meilleure expérience pour apprendre, c'est toujours le temps, ouais. C'est quand même un comble que vous soyez franc-comtois et que vos vins préférés, ce sont des Bourgognes. Hein. Je terminerai là-dessus, mais... Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, région Bourgogne-Franche-Comté. Merci Sébastien.